Bonjour et bienvenue sur Parole des démocraties. Aujourd'hui, on a le plaisir d'interviewer Lise Flores pour voir un petit peu qui elle est et ce qu'elle représente et comment elle imagine son futur poste de maire si elle était élue. Bonjour Lise Flores. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, qu'est-ce qui vous a donné le déclic pour cette municipale à vous présenter? Alors le déclic, c'est pas un déclic, disons que ça fait plusieurs années quand même que je suis investie dans la politique locale de façon indirecte. Et donc pour ces municipales-là, on avait envie vraiment de faire quelque chose qui repose sur le terrain, qui réunisse le maximum de gens possible et la diversité du territoire. Parce que le constat de départ, en fait, c'est qu'on voit bien qu'il y a de moins en moins de gens qui votent. Les gens ont de moins en moins confiance en la représentation des politiques locales. Au niveau national, je crois que 80% des gens disent qu'ils font plus confiance dans les politiques. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé. On a fait des petites statistiques, ça n'a pas valeur d'enquête, mais c'est quelque chose qu'on a retrouvé localement. Et donc il y a ça. Et parallèlement, à Lunel, on a un taux de pauvreté qui est énorme. On a une personne sur 4 qui est en dessous du seuil de pauvreté et plus dans certains quartiers. On a un taux de chômage qui est extrêmement important. Et on a une attente des gens qui est évidemment d'améliorer leur qualité de vie. Donc on avait un peu le sentiment qu'il fallait inverser ces deux tendances-là. Et pour les inverser, ce qui nous a paru le plus logique, c'était de partir du terrain en fait et de ce que pensaient les gens. Et donc à la base, c'était pas spécialement de se lancer, comme vous dites, mais plutôt d'aller chercher ce que disent les gens pour porter leur parole dans le débat politique pour les municipales 2026. Et voilà. Et donc c'est ça qui a fait qu'une liste s'est constituée. Mais une liste citoyenne, c'est-à-dire que ce n'est pas une liste autour d'un candidat, mais une liste autour de la parole des citoyens. Qu'est-ce qui vous a construit... Enfin, donc, pour revenir un petit peu à votre histoire, parce que vous avez travaillé dans d'autres municipalités, je crois. Tout à fait. Vous pouvez en parler un peu plus? Je suis fonctionnaire territoriale depuis une vingtaine d'années. J'ai travaillé, alors à la base pas dans la territoriale, mais j'étais fonctionnaire en préfecture, j'ai travaillé aux services fiscaux, j'ai travaillé dans un département et ensuite j'ai été directrice générale des services dans différentes communes de différentes strates de plus de 3500 habitants et aussi dans des petites communes dans les Alpes de Haute-Provence et finalement dans l'agglo. Voilà, donc je connais bien le fonctionnement des communes, des intercos et de l'espace public en général. Donc l'agglo, ça vous parle? L'agglo, ça me parle. Qu'est-ce que, dans votre parcours politique, comment vous êtes arrivé sur votre fibre écologique quelque part? Si moi je l'ai bien compris. Alors, je ne sais pas trop comment on tombe là-dedans, mais je crois que c'est un déclic. Auparavant, j'étais militante du parti de gauche, pour être honnête. Et puis, quand je suis arrivée à Lunel, je ne sais pas si c'est les aspects locaux, l'ambiance, mais je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une problématique importante sur le domaine environnemental et que en fait parce que les gens pensent environnement, planter des fleurs, etc. Mais c'est pas ça l'environnement. L'environnement, c'est tout le système dans lequel on réfléchit. C'est-à-dire quand je pense à comment je vais créer de l'emploi, je dois penser à l'impact que ça va avoir sur la nature, sur l'environnement, sur le futur. Et donc, ça doit prendre en compte non pas la réalité actuelle, mais la réalité sur les 30 années à venir. Et donc, c'est ça qui m'a attirée dans l'aspect écologie, c'est le côté systémique, en fait. C'est pas ce que pensent les gens qui est les fleurs et l'agriculture et manger bio, quoi. D'accord. Même si ça en fait partie, évidemment. Oui. Et qu'est-ce que vous avez vu dans votre, dans votre parcours personnel ou politique ou professionnel, qu'est-ce qui vous a appris des échecs? Qu'est-ce qui m'a appris quoi? Des échecs, parce que vous avez dû avoir des échecs, j'imagine. Ah bah oui, ça c'est sûr, comme tout le monde. Qu'est-ce que ça m'a appris? Alors les derniers échecs que j'ai pu essuyer, ça m'a appris à peut-être
mieux équilibrer la vie entre le personnel, le professionnel. Voilà. Parce que ça prend beaucoup de temps, de toute façon. Le professionnel prend beaucoup de temps, surtout quand on est quelqu'un de très investi dans sa vie professionnelle. Et du coup, quelles sont les valeurs qui vous guident dans vos différents choix? Alors là, les valeurs de base fondamentales pour moi, c'est le respect de la parole des autres. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, de porter ce que pensent les autres. Je pense que, j'espère que c'est pour ça que c'est moi qui ai été désignée, mais je pense que c'est extrêmement important de savoir prendre en compte l'avis de chacun et porter l'avis de chacun et pas son avis à soi en premier lieu. Ça, c'est une des choses qui est pour moi très importante et c'est un des fondements de la démocratie, je pense. Et après, toutes les valeurs qu'on peut espérer avoir chacun, c'est-à-dire l'intégrité, la probité. Voilà, ça c'est important. Et finalement, qu'est-ce qui vous relie à l'UNEL? Qu'est-ce qui? Parce que vous me dites que vous êtes né à Montpellier. Vous me dites que vous avez travaillé aussi bien en Alpes de Haute-Provence, c'est ça? Alpes de Haute-Provence, j'ai même travaillé pendant 15 ans outre-mer. À Mayotte et en Guyane. Qu'est-ce qui vous a amené à l'UNEL? Alors, moi j'ai de la famille à l'UNEL, donc pour moi, en fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de revenir par ici, mais c'est très difficile de retrouver des postes. Et j'ai eu la chance de tomber sur un maire qui était assez exceptionnel, qui est Jean-Luc Bergeon, et qui est pour moi d'ailleurs un modèle, je pense, à suivre. Et donc c'était très très dur de revenir par ici, mais finalement j'ai réussi et voilà. Donc, j'ai de la famille ici et c'est un territoire que je connais depuis mon enfance. D'accord. Bon. Qu'est-ce que vous estimez? Vous serez maire, imaginons que vous serez maire. Comment vous allez vivre ça? Je serai contente. J'espère que toute l'équipe sera contente d'ailleurs. Ouais. Et les habitants par la même occasion. Comment je vais le vivre? On changera la vie des gens et on l'améliorera, donc ça c'est chouette. Mais encore, parce que être maire, c'est quand même un poste... c'est un investissement, ça c'est certain. C'est un vrai investissement. Donc, tout à fait. Entre votre vie personnelle, votre vie militante, si je puis dire, et votre vie, professionnelle. Là, c'est pas possible d'avoir une vie professionnelle en étant maire de l'UNEL. Je vois pas comment c'est possible, en tout cas. C'est un investissement à plein temps, c'est certain. En plus, il y a l'agglo, il y a tout un tas d'autres instances. Donc, une vie professionnelle plus une vie de maire, je pense pas que ce soit compatible. En tout cas, pas dans une ville de 26 000 habitants. Oui. Parce que c'est une grosse charge. Oui. Qu'est-ce qui vous motive là-dessus? Ce qui me motive, c'est qu'on m'a désigné et que donc je veux porter la parole des gens et je veux porter la parole de mon équipe. Ouais. Voilà. Ça, c'est le processus typique de votre... de votre liste, oui. C'est un collectif qui... Le principe de la liste citoyenne, parce que vous allez me dire, liste citoyenne, tout le monde a une liste citoyenne, puisque le principe des municipales, c'est d'avoir des citoyens sur une liste. Mais en fait, le principe d'une liste citoyenne, ça repose, on va dire, sur 3 choses. La première chose, c'est donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça repose sur la parole qui a été récoltée sur le terrain. La deuxième chose, c'est qu'on fait un mode de désignation qui est particulier, qui ne repose pas sur sur les personnes, mais sur ce qu'elles portent. Donc, par exemple, on a fait une première série de désignations où chacun a proposé une idée sur laquelle il s'engage, c'est-à-dire le jour où si je suis conseiller municipal, mes voisins pourront venir toquer à ma porte pour dire « Hep, tu t'étais engagé sur telle chose où tu en es ». Donc ça, c'est une chose. Et pour la liste, donc ils ont été désignés sur la base de ce qu'ils portent et non pas sur leur nom ou sur le nombre de personnes qu'ils connaissent pour voter pour eux. Et ensuite, ces personnes-là ont désigné une tête de liste, moi en l'occurrence, et la méthode, ça a été d'organiser une fiche de poste. Donc chacun a dit quelles sont, d'après toi, les attentes, qu'est-ce qui fait un bon maire. Donc on a listé des caractéristiques qui nous paraissaient essentielles.
Et bon, évidemment, on se retrouve avec le mouton à 5 pattes, hein, c'est la personne parfaite. Donc, Et vous n'avez pas 5 pattes. j'ai pas 5 pattes, personne ne les a. Mais par contre, ensuite, on fait un deuxième tour où chacun propose des noms qui lui paraissent le plus correspondre à cette fiche de poste. Et ensuite, on élimine les personnes soit qui ne veulent pas du tout, soit pour lesquelles il y a quelqu'un qui a un a priori pour telle ou telle raison, mais il faut que ce soit expliqué. C'est pas parce que j'aime pas sa tête, quoi, par exemple. Et voilà, et donc c'est comme ça qu'à la fin, on garde une seule personne, et là, ça a été moi. Et la troisième chose sur laquelle ça repose, une liste citoyenne, c'est la décision par consensus. Alors par consensus, ça veut dire que il y a beaucoup de choses à décider dans une campagne municipale, et donc ça vaut pas le coup de se battre sur des choses où on n'est pas d'accord. C'est le principe. Donc ce qu'on se dit, c'est que dans la mesure où il y a personne qui dit « moi je ne suis pas d'accord parce que », pas parce que je ne sais pas pourquoi, mais parce que pour une bonne raison, on peut garder une idée. Si ça ne fait pas consensus, c'est-à-dire qu'il y en a qui pensent un truc, d'autres qui pensent un autre truc, et ben, le principe est simple, c'est que c'est la population de trancher. Donc ça ne fait pas partie du projet municipal. Donc il y a une vraie, comment dire, un vrai dialogue d'équipe qui se construit à l'intérieur de votre liste. Et j'imagine que vous serez maire. C'est le principe, c'est que nous, on est habitués à l'exercice, puisque c'est le fondement de notre pratique. Ouais. Et c'est vrai que, de la même façon que liste citoyenne, c'est devenu un peu du grand n'importe quoi, de la démocratie participative, on la voit partout à toutes les sauces. En 2020, vous regardez les programmes de tous les candidats, ils ont tous dit qu'ils faisaient de la démocratie participative. Combien il y en a qui l'ont fait? Pas beaucoup. 0. Donc voilà, donc nous, c'est pas de la démocratie participative, ce qu'on propose, c'est de la démocratie, tout simplement. C'est-à-dire que les citoyens sont associés aux décisions, tout doit être transparent, toutes les décisions doivent être transparentes et non pas prises en huis clos où d'un coup on découvre des trucs. Tout ce qui n'est pas prévu dans le programme, ça doit être voté par les citoyens, ça doit être débattu et voté. Vous allez faire un référendum à chaque fois ? Mais il y a des choses sur lesquelles on fera un référendum. Sur tout ce qui est grand projet qui change la structure de la ville, on est bien obligé de demander l'avis des citoyens. Regardez par exemple, là on nous dit, imaginons qu'on fasse une déviation de la route nationale. Ça veut dire qu'on va changer le visage de la ville. Or, nous, quand on est allé à la rencontre des habitants, ce qui est ressorti à 80-90%, c'est que les gens aiment la ville à taille humaine, telle qu'elle est. Ils aiment l'environnement naturel et agricole. Et après, ce qu'ils n'aiment pas, évidemment, c'est la pauvreté, le chômage et ce genre de choses. Donc, si on veut conserver une ville à taille humaine, on ne peut pas faire... il y a des choix à faire. Donc ça se vote. Alors, quelle est votre vision de l'UNEL dans les 10 ans à venir? Parce que finalement, votre mandat, il dure 6 ans. Sur les 6 ans, vous allez pouvoir achever un certain nombre de priorités, j'imagine. Tout à fait. Et puis, comment vous voyez, comment les gens ils peuvent se projeter? Alors, à l'UNEL, dans 10 ans, il y aura... Peut-être. Non, il y aura un parcours de vie pour les jeunes. Parce que là, on a quand même un problème. Les jeunes finissent le lycée, après, ils s'en vont. Donc, un parcours de vie pour la jeunesse, un parcours de vie pour les gens en général. Et des arbres, c'est-à-dire de la fraîcheur en ville, une canopée, des endroits pour vivre et respirer pendant l'été, parce que là, c'est plus le cas. Donc, une action sur les problématiques de sécheresse et d'eau, qui vont de pair. Moins de circulation. L'objectif de notre programme, c'est moins de 30% de circulation sur les grands axes en 5 ans. Et voilà, donc c'est plutôt ça l'objectif. C'est vraiment la vision, c'est-à-dire que quelque part, il y a un changement climatique qui me paraît évident. Peut-être pas à tout le monde, mais à certains quand même, du moins localement, je pense que tout le monde le sait. Mais comment dire, comment vous voyez dans 10-15 ans? Est-ce qu'on aura réussi tous collégialement, peu importe la ville, à réduire ce climat? Ce changement. Non, en fait, on voit bien qu'au niveau national, on fonce dans le mur. Donc la réalité, c'est qu'il faut agir localement. Donc c'est en ça que je dis, nous, un de nos grands axes programmatiques, c'est préparer.
Et préparer, ça veut dire préparer aux problématiques économiques, sociales et environnementales. Donc sur l'économie, ça veut dire qu'il faut voir ce que c'est les besoins dans 10 ans, 20 ans. Il faut regarder à long terme, en fait, c'est pas de l'immédiat. Donc c'est quoi les besoins en emploi dans les prochaines années? Quelles sont les caractéristiques des chercheurs d'emploi à l'UNEL? Et comment on fait pour que tout ça, ça rentre ensemble pour que les gens aient une meilleure vie? C'est ça que j'appelle un parcours de vie. Voilà. Et c'est pareil pour tout ce qui est environnemental. Il y a de la sécheresse et de la chaleur et des aléas climatiques, des inondations, etc. Comment on fait pour empêcher ça? Déjà, on empêche que les sols soient totalement imperméables et que ça empêche d'alimenter les nappes phréatiques. Vos priorités, là, tout de suite, là, sur les prochains mois, ou disons à la fin de l'été, quels vont être vos objectifs, là, immédiats? Priorités, les 6 premiers mois, disons. Ouais. Mais je pense que ce qui manque beaucoup, c'est d'avoir vraiment un état des lieux de la réalité. Par exemple, je pense aux circulations qui sont un grand problème, et pour les riverains, et pour la sécurité des usagers, soit à pied, soit en vélo. Donc je pense que déjà, il faudrait faire une enquête très fine sur les déplacements des gens. Ça, c'est une priorité. Et à partir de là, mettre en place des transports en commun qui permettent aux gens d'éviter de prendre leur véhicule. Mettre en place des voitures partagées, etc. Mais en tout cas, tout ça, ça repose sur de l'enquête de terrain fine. Parce qu'on peut pas mettre en place des solutions si on n'a pas fait un vrai état des lieux qui nous donne le besoin des gens. Donc il faut aller au plus près des besoins des gens pour répondre à leurs besoins. Et régler donc ces problématiques de circulation qui sont vraiment catastrophiques dans la ville. Je pense que ça, c'est une priorité. Là, ici, toute la ville est piétonne. Le centre-ville, mais quand on regarde la route nationale, le boulevard de Sainte-Claire, enfin il y a plusieurs gros axes comme ça qui sont des problèmes, qui posent des problèmes, avec des écoles à côté, des camions qui passent, des gens qui roulent vite, et aussi une pollution pour les riverains. La qualité de l'air là-dedans, elle n'est pas terrible, quoi. Ça, et je pense que le deuxième axe, c'est aussi la mise en place de médiateurs. Je sais que beaucoup de candidats parlent de développer la police. Nous, on parle plutôt d'anticiper les problématiques et de faire de la médiation. Donc, une de nos propositions, c'est de mettre dans tous les quartiers des médiateurs pour réduire ce qui est la vraie insécurité, c'est-à-dire, c'est simple, il suffit de regarder les statistiques, les problématiques de violence intrafamiliale, ça c'est un gros problème, et ça se règle grâce à des médiateurs de quartier, enfin ça se règle. Si on pouvait le régler comme ça serait simple, mais en tout cas on travaille dessus de cette façon. Les médiateurs de quartier, c'est pareil, ça marche pour les incivilités, les gens se plaignent parce qu'il y a des déchets, etc. En mettant en place des médiateurs, en mettant en place des gens qui sont en capacité de mieux expliquer comment on gère les déchets, etc. C'est des choses qui fonctionnent. Voilà. La démocratie, le pouvoir, la méthode. Ça, je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé. Oui, on a déjà un petit peu parlé. J'aimerais bien avoir votre regard sur les modes de gouvernance qu'on a aux États-Unis, en Russie, en Chine. Alors, vous voulez qu'on parle de dictature? Je vous laisse le propos. Mais c'est vrai qu'une municipalité, ça peut y ressembler parfois. Dans une municipalité, quand vous serez maire. Mais je pense que le rôle de maire, donc ce qu'on a discuté en tout cas entre nous sur la fiche de poste, c'est que une des grosses responsabilités du maire, c'est de savoir gérer sa propre équipe. C'est-à-dire qu'une municipalité, enfin une mairie, ça fonctionne. Vous avez plusieurs équipes dans une mairie. Il y a l'équipe des agents et il y a l'équipe des élus. Donc le maire, son boulot, c'est de gérer l'équipe des élus avec son directeur de cabinet et qui fait aussi le lien avec l'équipe des agents qui est gérée, elle, par le directeur des services. Et ce qui se passe souvent, c'est que les élus, leur objectif, c'est d'avoir une vision politique. C'est-à-dire où est-ce que je veux amener la ville dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Or, souvent, ce que font les élus, c'est qu'ils vont dans les services et ils font un peu office d'agent ou de chef de service. Et en fait, ça sème la zizanie et les agents en souffrent beaucoup. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc il faut vraiment une organisation où le maire
Bon, évidemment, il encadre les services, c'est lui qui décide, mais il faut absolument qu'il sache gérer son équipe. Et d'ailleurs, on voit bien là, avec l'éclatement de la droite et les nombreux candidats à droite, que ne pas savoir garder une cohésion dans une équipe, c'est un problème. Donc, votre méthode, c'est collégial? Collégial. Aussi On ne bien. peut pas tout décider de façon collégiale. Hein. Le quotidien d'un maire, c'est vraiment, des fois, il faut prendre une décision comme ça instantanément. Donc, en gros, nous, notre façon de faire, ça ne veut pas dire qu'on décide tout collectivement, mais tout ce qui sort de notre cadre qui a déjà été prédécidé, disons, par exemple, je sais pas moi, toute action doit passer par, je sais pas, on doit planter des arbres, je sais pas où. On va pas faire une décision pour dire à quel endroit mettre près on plante l'arbre. C'est pas ça, c'est pas ça la démocratie. C'est vraiment avoir une vision globale. Et tant que ça rentre dans la vision globale, on peut prendre la décision immédiate. Mais un maire, il a toute la journée des décisions à prendre. Donc on peut pas tout faire voter, c'est impossible. Non, ça c'est. Donc une fois, il y a le maire, il y a le bureau municipal, et ensuite il y a le conseil municipal où là, vous vous retrouvez face aux oppositions. Tout à fait. Comment vous avez traité cette opposition? Ce sont des élus comme les autres et participeront comme les autres à toutes les commissions, comme c'est de droit. C'est-à-dire que... Je trouve ça pas très normal, en fait, que les oppositions n'aient pas accès au dossier. Pour moi, la transparence, elle est pour tout le monde, pour tous les habitants, pour l'opposition, pour tout le monde. C'est pas normal que les choses se passent en huis clos, quoi. Donc quelque part, votre opposition, elle aura aussi son mot à dire. Bien sûr. D'accord. C'est logique, puisqu'on est censé prendre les décisions collectivement. Mais vous avez quand même une majorité. Mais une majorité, ça ne veut pas dire être une majorité dictatoriale, ça veut dire être une majorité qui englobe tout le monde. D'accord. Et comment vous avez géré ça avec l'agglo? Avec l'agglo, en fait, la question de l'agglo, elle est vraiment intéressante parce que, vous savez qu'on vote pour la municipalité et en même temps, on désigne les personnes de l'agglo. Mais en réalité, on vote pas pour un projet d'agglo. Et ça, c'est un vrai problème parce que du coup, chacun va tirer un peu la couverture à lui parce qu'il a promis, je dis n'importe quoi, une piscine, un skatepark ou je sais pas quoi. Donc chacun va essayer d'avoir son projet et ça crée pas une dynamique globale. Or, au niveau de l'agglo, ce qui se décide, c'est extrêmement important. On a toute la politique économique, la politique environnementale, la politique sociale qui peut se décider au niveau de l'agglo, et même de tout ce qui est encadrement des enfants, la politique jeunesse. Et donc en fait, nous d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis moi, pardon, notre discussion, elle repose sur le fait il faut d'abord avoir une discussion avec l'ensemble des gens qui sont élus, on ne sait pas encore qui ça sera, et proposer un programme qui inclut donc toutes les solidarités, etc. Et comment on échelonne comme quand on fait un programme pour la ville, mais pour l'agglo, et le soumettre à la population. Voilà. Donc je pense qu'il faut faire un deuxième... une sorte de référendum, en fait, sur toute l'agglo. Sur toute l'agglo. Et ça, conjointement avec les autres maires. Conjointement avec les autres maires. Tout à fait. Des villages autour. Et donc, après, la question de qui représente l'agglo ou qui doit être président de l'agglo, parce que je vous vois venir, et c'est qui représente le mieux ce programme partagé. D'accord. Donc on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas discuté du programme. D'accord, donc Imaginons que le programme partagé, ce soit, là, il faut absolument mettre l'accent sur toute la zone des petits villages. Ça serait ridicule de mettre le maire de Lunel comme président. Alors que si, au contraire, il y a un besoin particulier de mettre l'accent sur la ville de Lunel, là, dans ce cas, c'est autre chose. Mais ça dépend vraiment du programme partagé avec les autres maires. Il faut vraiment faire un plan de travail, quoi. Oui. Donc là aussi, c'est plus du consensus. Du consensus, du collégial. Du collégial. Avec les différents maires siégeant à l'agglo. Après, nous, on aimerait bien développer pas mal les régies
Et par exemple, sur la santé, pas sur la santé, qu'est-ce que je raconte, sur la solidarité, sur la culture, sur ce genre de sujet, en fait, ici, ça repose beaucoup sur des associations qui sont quand même assez peu financées. Et nous, ce qu'on pense, c'est que pour certains sujets, il faut pouvoir aller au moins discuter avec les associations concernées pour voir dans quel cas on doit aller vers des régies communales pour que ce soit vraiment des sujets qui soient mieux soutenus. Et ou au moins financer ou mettre à disposition des agents pour que ce soit des services qui fonctionnent mieux, quoi. Enfin, mieux, plus aisément, et que ça repose pas seulement sur du bénévolat. Dernière question dans ce travail quelque part d'équipe de votre mode de gouvernance. Quel est votre rapport à la critique ? Parce que tout le monde va se critiquer ici en France, c'est le grand jeu. Ben nous, on est parti du principe qu'on faisait nos propositions et les autres font les leurs. En tout cas, on n'ira pas sur la critique de l'autre. En tout cas, certainement pas individuelle. Par contre, moi j'ai une critique à formuler, c'est que si on se présente, c'est qu'on n'est pas d'accord avec le bilan des mandats précédents. C'est-à-dire, on n'est pas... Nous, notre constat... C'est très joli de passer du ripolin sur les façades, mais le constat, c'est que ça ne prend pas en compte les problématiques environnementales puisqu'on a imperméabilisé les sols, on a moins d'arbres en ville et on a un taux de pauvreté qui explose. Voilà. Donc, ça vous avez, avec votre programme, vous allez pouvoir le réduire, ce taux de pauvreté ? Nous, c'est notre axe principal. Hein, c'est-à-dire que... pour moi, c'est vraiment la chose... il faut absolument agir là-dessus. C'est la priorité des priorités, c'est trouver des moyens et mettre en place une stratégie pour créer réellement de l'emploi qui soit pérenne, c'est-à-dire qui soit en lien avec les besoins de demain et qui correspondent à la situation locale. Et donc, qui permettent de réduire le chômage structurel. Oui. Bon, écoutez, je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour là. On aura d'autres occasions de parler du programme et avec plaisir. De l'élection qui arrive. Vous avez encore un message pour les électeurs ? Oui, j'ai un petit message. Alors, on voit beaucoup de gens qui nous disent que eux, ils n'ont pas les compétences pour être élus, qu'ils n'ont pas de légitimité. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que si vous avez une idée, une envie de changer la ville, vous êtes tous légitimes. Personne n'est moins légitime qu'un autre. À partir du moment où vous avez plus de 18 ans et que vous êtes européen, vous avez le droit de vote et vous avez le droit de vous inscrire sur une liste électorale et de participer à un projet électoral. Donc allez-y, c'est nécessaire pour la démocratie et pour faire vivre la démocratie. Alors, je me permets de rajouter, les inscriptions sur les listes électorales, c'est jusqu'au 4 ou au 5 février, je crois ? 6, jusqu'au 6 selon la méthode, le 4 ou le 6. Et pour les gens qui ont pour certains cas particuliers, c'est jusqu'en mars même. Mais bon, en général, c'est jusqu'au 6. Liv Torres, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à très bientôt pour la deuxième partie, qui va être donc là les programmes. Ok. Il sera prêt ? Il est prêt. Là, s'il est prêt, vous serez prêt. Merci beaucoup et puis à très bientôt sur Parole de démocratie.